Nous voilà arrivés à la fin de notre exercice multidisciplinaire sur l'esprit critique. Exercice qui devrait nous encourager, entre autres, à apprendre et à maîtriser l'art de l'autocritique, pas dans le sens soviétique du terme. Nous avons écouté avec admiration, je crois, les rapports et les discussions des élèves, je devrais dire des étudiants, sur les sujets que nous traitons, que eux ont repris à leur manière, avec admiration. Ces mêmes sujets ont été présentés par les intervenants érudits, brillants, énergiques, passionnés par et pour leur sujet. L'esprit critique permet de damer le pion à ceux qui essayent de manipuler les opinions publiques par la désinformation et permet d'échapper, ou pas d'échapper, le mot n'est pas juste, permet d'éviter des dérives politiques qui sont recherchées par des démagogues, et pas seulement par eux, mais aussi par des brasseurs d'affaires et qui peuvent miner la démocratie qui nous est chère. Nous rentrerons tout à l'heure sûrs de pouvoir contribuer dans nos cercles, dans nos cercles professionnels, réseaux professionnels, privés, au renforcement de nos valeurs. Je ne vais pas revenir sur les exposés des uns et des autres. Vous les relirez tranquillement parce qu'ils seront publiés. Mais je vais partager avec vous quelques réflexions sur l'Europe, la patrie de l'esprit critique, et poursuivre avec une ou deux citations glanées ça et là, et terminer par une note qui a été faite pour moi par une professeure, une modeste professeure de l'enseignement secondaire luxembourgeois qui a 30 ans de métier, et auquel j'ai posé la même question. Donc, les réflexions d'abord. Plus un État est petit, plus ses citoyens en savent les limites et les faiblesses, et l'un des handicaps majeurs de l'Europe en gestation vient de sa composition hétéroclite. Nous sommes 27, dont les plus peuplés sont l'Allemagne avec 83,2 millions d'habitants, puis la France, 67,5, l'Italie, 59,1, et à l'autre bout de la liste, Malte avec 0,52 millions, Luxembourg avec 0,7 millions et Chypre avec 1,2 million. Alors, comment faire pour donner à eux tous, grands, moyens, petits, la certitude que leurs intérêts sont raisonnablement pris en compte, non seulement dans une phase critique, mais toujours et partout. Il faudra pourtant réussir cela. Jetons un coup d'œil sur le tableau sommaire de la population mondiale. En tête, la Chine et l'Inde, avec 1,4 milliard d'habitants chacun, puis les États-Unis d'Amérique, 338 millions, l'Indonésie, 275 millions, le Pakistan, 225 millions, le Nigeria, 219 millions. Et où est l'Europe? Elle est absente de ces statistiques en dépit des 447 millions d'habitants de ces 27 membres, parce que ces 27 s'arrangent toujours pour être répertoriés séparément.
ils ne se sont pas dotés des structures supranationales qui feraient d'eux un ensemble capable et de s'imposer dans une situation géopolitique comme nous la connaissons maintenant. Mais nous avons les valeurs. Nous avons les valeurs qui sont la boussole de l'esprit critique. Je lis à l'article 2 du traité de Lisbonne, démocratie. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative. Un citoyen européen jouit automatiquement de droits politiques. Chaque citoyen adulte de l'Union a le droit de se présenter sa candidature et de voter lors des élections au Parlement européen. Les citoyens de l'Union ont le droit de vote et l'éligibilité dans leur pays de résidence ou dans leur pays d'origine. Bon, il y a d'autres textes aussi limpides que celui-là sur la liberté, sur l'égalité, l'état de droit, les droits de l'homme, la dignité humaine. Tout cela, nous l'avons. Mais la question qui se pose, pourquoi est-ce que nous ne saisissons pas notre chance? Mais parce que nous avons, quand je dis nous, je parle de nos populations en général, nous avons perdu ce fameux esprit critique. Et là, ma première citation, je la tire de l'allocution, du discours plutôt du directeur de cet établissement de ce matin. Donc il a parlé pendant une quinzaine de minutes et là, des passages essentiels peuvent être oubliés. Je vais rappeler celui-ci parce qu'il me semble très important. Cet esprit critique en lui-même mérite une grande attention et un grand soin dans un établissement comme celui-ci, car il peut lui aussi perdre son innocence et sa clairvoyance en se soumettant en un clin d'œil au discours dominant, aux considérations d'une majorité prédominante. Nous croyons juger et apprécier objectivement, alors qu'en réalité, c'est souvent l'opinion commune qui sert de critère d'analyse et qui oriente nos réflexions, nous rendant ainsi vulnérables à la manipulation. Le véritable esprit critique doit permettre à chacun d'analyser patiemment les phénomènes, de faire la part des choses, étymologiquement parlant, et de reconsidérer systématiquement les critères d'analyse et de jugement. C'est cette compétence que l'école doit développer chez les jeunes, la capacité de remettre en question des vérités communes, pour autant qu'elles existent, de tolérer et d'affronter des ambiguïtés, d'oser avoir une opinion différente du common sense et d'accepter le pluralisme. Ayant écouté nos jeunes collègues, je pense que cette école est sur la bonne voie. Ma deuxième citation, très courte, le professeur de Charnot avait parlé des origines grecques de la crise. Je suis tombé sur un mot d'Edgar Morin qui, en 1976, s'est interrogé sur ce qu'était une crise et il écrivait « C'est une notion qui, en se généralisant, s'est vidée de l'intérieur. À l'origine, crisis signifie décision, c'est le moment décisif dans l'évolution d'un processus incertain qui permet le diagnostic. Aujourd'hui, crise signifie indécision, c'est le moment où, en même temps qu'une perturbation, surgissent des incertitudes. » Et j'ai assez aimé une explication étymologique qui suit. Le mot de crise, évidemment, est lié au verbe krinen en grec, qui signifie passer au crible, au sens le plus concret, de trier, de séparer les grains. Voilà, tout est dit. J'arrive à la note de cette enseignante. Elle me parle en luxembourgeois, je traduis maintenant en improvisant un peu.
Pour être capable d'exercer l'esprit critique, il faut que l'on soit disponible, qu'on ait des disponibilités, qu'on ait du temps. La tête doit être libre. Il faut laisser de la place dans la tête aux pensées, à la capacité de penser. Après avoir reçu les informations, et puis y réfléchir calmement. Moi, dit-elle, je peux raconter, je peux faire un très bon cours sur Voltaire pendant 1 heure et expliquer avec Voltaire, à l'exemple de Voltaire, combien l'esprit critique est important. Je peux leur écrire à ces élèves, je peux leur faire de belles notes au tableau, je peux leur demander d'apprendre pour l'examen. Tout cela, je peux le faire, mais quand ils n'ont pas envie de traiter, de fouiller dans cette matière, d'essayer de la comprendre, quand ils ne sont pas disponibles, alors tous mes efforts sont perdus et eux ne pourront pas récolter les fruits de notre travail commun. Mais pourquoi ne sont-ils pas disponibles? Sa réponse est la suivante. Trop souvent, les cours sont simplement une parenthèse entre bien d'autres activités. Les informations que l'élève en général, reçoit de ses profs sont une petite partie des informations qui sont déversées sur lui par tous les moyens technologiques dont il dispose aujourd'hui. C'est le téléphone, le portable, c'est l'ordinateur, c'est le pad, c'est la télé, c'est la radio et d'autres. Il reçoit tant d'informations qu'il ne peut pas absorber, qu'il ne peut pas digérer. Et quand il doit faire son tri, qu'est-ce qu'il fait? Mais là, c'est l'anthropologue qui devrait, ou le sociologue qui pourrait donner l'explication. Il fait son tri, d'abord l'agréable, puis ce qui choque, par exemple, et ensuite ce qui demande des efforts à la fin. Donc c'est une vision assez pessimiste, mais elle, la prof, détecte le même problème chez les adultes. Avec toutes ces informations qui sont déversées également sur les adultes, comment est-ce que l'adulte peut encore trouver d'une manière structurée le chemin pour réfléchir de façon critique à tout ce qui le concerne lui-même et ce qui concerne la société en général. Toutes ces informations, toutes ces désinformations sont finalement comme ruissellent sur la personne, et ce qui reste, c'est un certain malaise, on se sent dépassé, c'est une indifférence, et on suit les youtubeurs, les politiques, les influenceurs et les journalistes qui savent en 5 lignes vous expliquer tout et désigner le coupable. Ce n'est pas moi qui parle, c'est elle. Hein. Donc, la solution dans les 2 cas, pour les jeunes, la solution aussi pour les adultes, ce serait de créer la disponibilité pour exercer l'esprit critique. L'esprit critique, comment est-ce qu'on peut retrouver cette disponibilité, c'est-à-dire le temps, et aussi la disponibilité, son outil, il faut aussi un outil pour être disponible. C'est le vocabulaire qui a été perdu. Le vocabulaire, l'appauvrissement systématique du vocabulaire qui exclut beaucoup trop de gens de ce que les textes assez lourds de la politique ou des sciences, etc., vous font. Voilà,
c'est ce que cette prof me dit, et elle pose une dernière question. Comment créer cette disponibilité? Elle dit, je ne sais pas, et toi, probablement non plus. Et j'avoue que je ne le sais pas non plus. Matière de réflexion de plus. Je termine en remerciant notre panel. Je n'ai plus le temps de donner tous les noms, toute la liste. Je remercie tous les amis des rencontres qui étaient présents dans la salle et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine, probablement ici. Merci beaucoup.